Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Open Débrief, la seule émission du web consacrée au judo. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une émission très spéciale puisque nous avons la chance d'avoir avec nous un entraîneur heureux, Stéphane Auduc, qui vient de conduire son équipe, le Club du Sucy, à son 3e titre de champion de France. Et c'était ce week-end à Brest. Bonjour Stéphane. Bonjour, merci de me recevoir. Nous avons aussi en plateau un président peut-être pas malheureux, mais disons un peu frustré par les résultats du week-end, Pascal Renaud. Bonjour Pascal. Bonjour. Donc Pascal est président du club de Sainte-Geneviève, qui vient de faire donc 2 médailles d'argent, une chez les hommes et une chez les femmes ce week-end à Brest. On a aussi l'immense plaisir d'accueillir Chloé Yvain, athlète de l'équipe de France et de Sainte-Geneviève, qui a fait une journée remarquable avant de perdre son match en finale, qui nous donnera un petit peu son ressenti de cette journée. Bonjour Chloé. Bonjour. Et enfin, nous aurons avec nous un champion du monde, Loïc Pietri, qui était également à Brest ce week-end, qui a tiré pour son club de Nice et qui nous fera partager aussi ses impressions du week-end. Bonjour Loïc. Bonjour. Donc au programme, vous l'avez compris, 2 sujets. Le championnat de France par équipe tout d'abord. Première grande compétition de l'année depuis la fin du confinement. Et puis bien sûr, les sélections au championnat d'Europe qui auront lieu cette année à Prague du 19 au 21 novembre. Alors les championnats de France par équipe tout d'abord. Et un constat, ça fait quand même du bien de voir du judo. Donc qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette journée, à la fois sur le plan sanitaire, puis on fera le plan sportif après. Stéphane, si tu souhaites commencer. Bah écoutez, sur le plan sanitaire, ça a été une grosse organisation de la fédération, hein. Il y a eu un gros effort de ce côté-là. On a eu tout un tas de comment dirais-je, de tests à fournir avant de pouvoir rentrer sur le tapis, aussi bien les athlètes que les coachs. Ils ont complètement, je dirais, mis sous une bulle le plateau, en fait, le plateau de compétition, que ce soit les athlètes, les officiels, les arbitres ou autres. On avait tous un test PCR datant de moins de, je sais plus, 3 ou 4 jours à présenter aux accréditations. Et puis ensuite, il y avait bien sûr toutes les distanciations. Et donc, c'était circulation interdite entre le plateau et les tribunes, c'est ça. Et ça a été rigoureusement respecté. Ça a été respecté. Il y avait c'était très filtré entre les deux parties. On ne pouvait pas aller voir le public, on ne pouvait pas sortir à partir du moment où on avait démarré la compétition. Il n'y avait qu'un seul coach par équipe, en tout cas dans la plupart des cas. Et on n'avait même pas le droit, par exemple, à un soigneur. Voilà, donc c'était un petit bémol, mais tout le reste, vraiment, c'était vraiment très très bien. Il y avait un petit tapis avant de monter sur le tatami. Il y avait un petit bac, un pédiluve, si je puis dire, avec un petit tapis pour s'essuyer les pieds. Tout, c'est vraiment très bien organisé. Très bien, Pascal. Comment tu as Moi, je ne peux que féliciter la Ligue de Bretagne parce que la Ligue de Bretagne a fait vraiment un gros travail puisque je pense qu'en France, c'était une des manifestations dans un espace fermé où il y avait le plus de public, puisque sur la première journée, il y avait vraiment beaucoup de monde. Combien il y avait de personnes la première journée? Je pense qu'on peut estimer ça entre 2500 et 3000 personnes, je pense, ne serait-ce que dans les tribunes, hein, parce qu'après, il y avait tous les combattants qui sont en bas, hein, donc ça représente quand même plus de 300 combattants, et l'organisation, donc c'est vrai que c'est un espace qui a fait que on pouvait se poser des questions, mais le public, vraiment, moi j'étais dans le public, parce que les présidents n'avaient pas le droit à avoir accès à leurs combattants, donc je suis resté dans les tribunes, et j'ai pu voir que les spectateurs portaient vraiment les masques, les gens étaient respectueux, même au niveau de l'alimentation, des buvettes et tout ça qu'il pouvait y avoir. Vraiment, c'était parfait. L'organisation a été parfaite. Pour moi, et j'en parlais hier avec des judokas bretons de mon club, ils ont vraiment, c'était peut-être au niveau ambiance et au niveau un peut-être le meilleur championnat de France depuis une dizaine d'années, je pense. Voilà. D'accord. Donc, je tiens à les remercier sincèrement. Et la fédération aussi, bien sûr, je les remercie parce que d'avoir maintenu cet événement, c'était pas gagné. Et je pense qu'on a montré que le judo était là et que le judo savait éventuellement être de tous les combats et le combat contre la maladie. Et alors, vu du plateau, vu des tatamis, comment s'est passée cette journée, Chloé?
Bah, je pense que ça a été particulièrement bien respecté de la part de tous les Il n'y avait athlètes. pas d'appréhension particulière Bah, de après, c'est vrai combat, que on sait qu'on va combattre et dans un combat, on a encore le masque, on ressort de notre combat, on remet directement le masque, donc c'est vrai que pour respirer, on n'est pas toujours très à l'aise. Mais je pense que ça a été bien respecté quand même et finalement tout le monde s'est adapté plutôt bien. Et s'il faut garder ce protocole pendant encore plusieurs mois, je pense pas que ce soit trop déstabilisant. Ouais. Loïc? Non, bon, après, je fais confiance aux autorités. Je pense qu'ils préfèrent autoriser l'événement, c'est que les chiffres leur permettent de le faire. Donc, j'ai tendance à faire confiance vu que j'ai pas toutes les données en main pour avoir mon avis là-dessus. Après, oui, on a pris quelques mesures barrières. Après, voilà, si on était en plein milieu d'une grosse vague et qu'il y avait, c'est sûr que ça aurait été plus problématique et ça aurait peut-être été annulé. Là, ça faisait du bien, nous, personnellement, d'avoir un événement, quelque chose à se mettre sous la dent pour un peu se jauger, parce que ça fait longtemps qu'on s'entraîne et on s'entraîne un peu dans le flou parce qu'on s'entraîne pour faire des compétitions, on s'entraîne pour gagner et quand il n'y a rien, c'est toujours problématique. Donc voilà. Donc il y avait un vrai plaisir à renouer avec la compétition. 8 mois, 8 mois sans compétition, je crois. C'était attendu avec... Oui, bien sûr. Et alors, d'un point de vue sur le plan des résultats, donc Sucy gagne pour la 3e fois chez les hommes, avec une équipe qui bouge en plus au cours des... Remaniée. Voilà, assez remaniée. Donc c'est quoi le secret là, Stéphane? La chance. La chance ou il y a autre chose? Loïc parle de chance. Je parle de régularité, je parle de... régularité. On a aussi la chance de pouvoir intéresser, en tout cas au projet Sucy Judo, des garçons qui font le judo dans un cadre de haut niveau, voire très haut niveau. Ce qui permet de construire des équipes, ce qui permet d'aller chercher ces championnats avec des garçons forts dans chaque catégorie. Il n'y avait pas, ce jour-là en tout cas, il n'y avait pas de numéro 1 français. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de leader si on prend par catégorie, il n'y a aucun leader et pourtant c'est une équipe qui gagne. C'est ça qui est sympa aussi. Parce que quand il y a un gros budget, un club qui a un budget illimité, qui prend l'équipe de France et qui a un championnat de France qui a plus trop de saveur parce qu'on sait presque qui va gagner à l'avance. Là, quand c'est plus équilibré, c'est sympa. On se dit, bah tiens, qui va gagner? Moi, cette année, j'aurais été incapable de dire qui allait gagner, par exemple. Ah oui? Bah, c'était dur. Hein. Les équipes se valaient, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient au coude à coude. Chez les masculins, c'était très équilibré, en tout cas, j'ai trouvé. Donc Sucy, pour toi, c'est une surprise? Non, non, je rigolais, je le taquinais quand je disais c'est la chance. Mais... Non, en plus, je trouve que c'est une très bonne équipe. Ils ont une bonne mentalité, c'est une bande de copains. Après, je dis qu'on n'avait pas de numéro 1, mais on a un numéro 1, en la personne aujourd'hui d'Axel Clerget, mais qui n'était pas aligné pour des raisons de blessure, tout simplement. Et c'est un garçon qui, même en étant à côté du tatami, insuffle une certaine puissance, une certaine force à cette équipe, leur lui donne confiance. Puis après, voilà, il y a des petits jeunes qui arrivent cette année. Je pense au petit Sizik, par exemple, au petit Nicolas Chillard, qui a rejoint, Alexis Mathieu aussi, qui nous a rejoint cette année, mais qui se sont mélangés. On a réussi à mélanger un petit peu les plus anciens avec de l'expérience et les plus jeunes avec un peu de jeunesse et de folie. Puis ça a donné ça. Et voilà, Mais alors, est-ce que les équipes, c'est une priorité de Sucy, plus que pour d'autres clubs? Je pense que oui. Enfin, je pense pas, je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Quand on parle de Sucy, la première chose dont on parle, c'est des équipes, au même titre que Saint-Jean d'ailleurs, je pense. Oh, on y reviendra. Oui. Alors, notre directeur technique, Philippe Boucard, en fait, l'histoire de ce club est faite autour d'amis. Ces 3 amis qui ont repris ce club il y a 40 ans et qui ont, au fur et à mesure, organisé les choses de manière à ce qu'aujourd'hui on arrive à se faire plaisir sur des championnats, l'entraide et la prospérité mutuelle, l'élévation du groupe ou des individualités par le groupe. Et aujourd'hui, il a réussi son coup. Philippe Boucard et ses amis, Jean-Claude Albert, le président, ou encore Christian Mandenbosch, ce sont des personnes qui ont œuvré toute leur vie et qui aujourd'hui ont réussi à s'appuyer sur des personnes avec des compétences. Ils ont réussi à animer ça et faire en sorte qu'aujourd'hui, on arrive
à des titres et à se faire plaisir en équipe, parce que aussi quand même une équipe qui est vice-championne d'Europe l'année dernière aussi. Stéphane est humble, il n'a pas parlé de son travail, mais je pense que, enfin moi c'est mon entraîneur aussi, il est sur 2 clubs, mais je pense qu'il fait aussi un bon travail au niveau des athlètes. C'est quelqu'un qui sait gérer des personnalités différentes. Enfin pour moi c'est son gros atout, c'est celui-là. Bon, il va pas parler de lui à 3e personne, mais moi je profite pour le dire. C'est gentil. Et alors à Sainte-Geneviève, c'est un peu la même cuisine, puisque ça fait 11 années que Sainte-Geneviève est sur le podium des championnats de France par équipe. Donc là, manifestement, il y a aussi une priorité pour cette compétition pour ce club. C'est-à-dire que c'est très compliqué et très difficile d'avoir des numéros 1 dans son club. Donc nous, on a eu une période où on avait des numéros 1 au niveau de l'équipe de France, mais c'est très compliqué. Ça demande déjà de la réussite parfois, mais par contre, nous, on a toujours axé sur le groupe. Nous, le groupe, je dis toujours que le groupe permet à des individualités de sortir du lot, parce que sur un championnat comme ce week-end, ils vont faire 5 matchs, par exemple, alors que si jamais ils avaient perdu dans un championnat individuel au premier tour, ils auraient fait qu'un match, ils s'étaient pas préparés. Donc nous, on est vraiment venus avec l'objectif de bien se comporter. Et c'est vrai qu'on a une série en cours qui est toujours assez impressionnante quand même, parce que c'est pas encore le record. Hein. Il y a eu des clubs comme le Valois ou comme Orléans qui ont fait des très longues séries, mais 11 titres, 11 podiums, pardon, 11 podiums de suite, c'est quelque chose pour nous qui est remarquable. Et surtout dans une ville de la taille de Sainte-Geneviève, oui. C'est pas Orléans et c'est pas le Valois non plus. C'est ça, nous on est 36 000 habitants, mais on se rapproche vraiment de beaucoup de soucis, je pense, dans l'esprit, parce que c'est une histoire d'hommes au départ, hein, qui sont arrivés dans ce club-là, qui ont tout de suite pris des responsabilités, que ce soit mon entraîneur, notre directeur technique Celso Martins, et moi je suis président depuis 27 ans, vous voyez, donc j'étais un jeune président, j'étais président à 31 ans, et donc on a réussi à construire quelque chose, aidé bien sûr par multiples personnes qui nous ont toujours encouragés à continuer à s'accrocher. Et, je pense aux différentes équipes municipales qui se sont succédées. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Et voilà. Donc la pérennité sur la durée. Je vous interromps parce qu'on va, on va y venir. Et on va pas refaire le match, mais quand même cette finale, j'imagine qu'elle laisse un goût amer, puisque Sucy perdait 2-0. Hein, c'est ça. Quasiment 3-0. Hein, un match plus très mal engagé, le match entre Olivar et Terek, et Terek arrive à retourner la situation de façon assez miraculeuse, non? Alors je vais pas vous vous livrer tous les secrets, mais en fait on sait très bien que Cédric Olivar, puisque vous l'avez nommé, est un garçon qui a un gros impact en début de combat et a tendance à baisser un petit peu de rythme sur la fin du combat. Bon, je commençais à m'inquiéter, je vous avoue, sur ma chaise, parce que je ne voyais pas Cédric baisser de rythme. Et puis, ce qui devait arriver arriva. À un moment donné, il est parti tellement haut, en fait, tellement fort dans son combat. Alors, c'était peut-être la solution, mais en tout cas, ce jour-là, il m'y en manquait un petit peu au bout, alors que Joseph, lui, est resté assez régulier. A été marqué mais Joseph est coutumier du mouvement du dernier instant. Hein. Voilà. Loïc, tu as vu oui, j'ai regardé. Après, on avait perdu avec mon équipe, donc on était un peu. Nice a perdu en 8e, hein, c'est ça? Ouais, on a perdu en 8e. Bon, on s'est maintenu en première division, mais après, on n'a pas démérité. On a quand même pris 2 équipes solides et c'était 2 combats. À chaque fois, on perd. Il y a 2-2 et à chaque fois, on perd sur le combat avec un golden score. Voilà, bon, sur des jeunes, bon, ça arrive. Ça fait partie du jeu aussi. Mais pour reparler de leur combat, donc Joseph, c'est Olivar Joseph, c'est serré, on sait, enfin moi j'aurais été pareil incapable de dire qu'il allait gagner des 2. Bon, Joseph est très lourd quand même en ce moment, comme il a changé de KT, ce qui faisait un avantage quand même pour Joseph. C'est sûr que s'il arrivait à passer l'orage du début, celui qui a le plus de puissance physique va forcément moins se fatiguer sur la longueur. Et puis Joseph est opportuniste. S'il a réussi à maîtriser les 3 premières minutes, ça ne m'étonne pas qu'il ait gagné derrière, parce que quand les combats durent, c'est généralement les plus forts physiquement qui gagnent par la suite. D'accord. Et alors, il y a eu aussi une très belle compétition le dimanche, qui était la compétition féminine, où Sainte-Geneviève s'est encore illustrée, puisque Chloé de ton équipe a fini seconde.
Donc vu de l'intérieur, toi tu as fait une belle journée puisque tu as gagné tous tes combats, sauf cette rencontre en finale contre une jeune espoir. Hein. Tu peux nous raconter un petit peu? Alors c'est vrai que jusqu'à la finale, tout se passait bien et c'était vraiment au final le combat qu'il fallait pas perdre et le gros combat de la journée. Concernant la finale, bah, c'est vrai que Léa Fontaine avait ramené le premier point. Après, ça avait égalisé avec Astrid Nieto contre Mélodie Vogarny. Ensuite, Mathilde Briand avait ramené le deuxième point pour Sainte-Geneviève. Donc, c'était à moi de gagner ce combat-là aussi pour offrir la victoire au club. Et bah, malheureusement, je fais une attaque un peu à moitié vers le début de combat et je cours après le score tout le combat. J'arrive à ce qu'elle soit pénalisée 2 fois, mais la troisième ne tombe pas. Et après, c'est très compliqué pour Kayla Issoufi face à Margot Pinault, beaucoup plus expérimentée. Et elle se fait surprendre assez rapidement. Donc, c'est vrai que ouais, la journée était très belle, mais il manque ce petit... Mais on sent à Boisménil, il y a une confiance incroyable. On a l'impression que c'est devenu normal de gagner pour ce club. Non, c'est un truc qu'on ressent quand on combat. Bah, c'est vrai qu'elles ont, elles ont quasiment que des filles en équipe de France. Donc c'est vrai que sur le papier, on était vraiment... on peut dire on était en dessous. Donc... je pense qu'elle pensait même peut-être gagner un peu plus facilement parce que l'année dernière on avait perdu plus rapidement justement. Là c'était vraiment accroché et bah, je pense que c'était une belle finale d'ailleurs. Mais c'est vrai que du coup c'est encore plus frustrant parce que ça se joue à pas grand chose et on aurait pu vraiment réaliser un bel exploit je pense sur cette finale. Bon, donc un peu de fierté et pas mal de déception. Ouais, c'est un sentiment un peu mitigé. Quand on se dit qu'on était à pas grand-chose, il y a un peu de frustration. Et bah, moi, personnellement aussi, par rapport à mon combat, parce que je sais que c'est une fille de mon niveau, je pense, et que ça peut basculer autant d'un côté que de l'autre. Et bah, c'était pas le bon jour pour perdre, mais c'est comme ça. Et puis après, c'était une très belle journée quand même. Une deuxième place, c'était... oh, des fois, un petit tournoi. Bon, l'un des événements, dans l'événement de ce week-end, c'est évidemment la défaite de Teddy Riner contre Joseph Terek. Et sa réaction aussi après, qui est une réaction de dépit assez marquée. Donc déjà, je voulais avoir, Stéphane, ton avis sur cette rencontre et est-ce que c'est vraiment une injustice comme a pu le dire Teddy. Et puis après, on se demandera aussi si cette défaite est inquiétante à 10 mois des Jeux pour notre double champion olympique. Pour répondre à la première question, d'abord quand on prend le tirage au sort, je regarde Sainte-Geneviève d'un côté, Sucy de l'autre, Flamme, enfin bref, et je vois PSG dans notre quart de tableau de Sucy. Donc je me dis bon, bah voilà, il y a un gros morceau là, et on va déjà essayer d'arriver jusqu'à eux. Et une fois qu'on est arrivé sur ce combat-là, sur cette rencontre-là, on arrive à 2-2 sur le combat de Joseph, Terek contre Teddy. Et voilà, Joseph, il part pour essayer de gagner. Et vraiment, il a, bien sûr qu'il a le doute, bien sûr qu'il est dans le dur, mais il y va, il tient son rang. Et très franchement, le match, bien sûr qu'il n'a pas été extraordinaire, il n'a pas été super excitant ce match. Ça a été plutôt tactique sur du kumikata. Et à un moment donné, non, ça va, c'était un beau match. Non, mais ouais, mais il n'y a pas ça n'a pas été voilà, étincelant. Mais par contre, tactiquement, c'était incroyable pour les connaisseurs. C'était fort. En tout cas, Joseph a fait le boulot. Pénalité des deux côtés au tout départ. Bon, ok. Une sortie de tapis de Teddy qui n'a pas trop l'habitude, a priori,
de ce genre d'erreur. Il prend un Shido que voilà, ça fait 2-1, 2 Shido à 1. Bon, voilà, il reste quoi? Il reste peut-être 1 minute au chrono. J'ai plus exactement la situation en tête. Joseph qui a vu le décalage, puis qui travaille sur le décalage. Il dit moi c'est pas grave si je me fais pénaliser. Voilà, c'est vrai que Teddy avance un petit peu, mais il y a 2-3 séquences où bah, il y sort limite, il n'est pas très actif, il a un bout de manche limite. Donc, pas scandaleux du tout. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est un combat qui a été arbitré comme les autres. Contrairement, peut-être à d'habitude, où n'importe quel champion olympique, et encore plus Teddy qui est le champion qu'on connaît, que tout le monde respecte, on a du mal à pénaliser Teddy. Ben là, cette fois-ci, c'est parti peut-être un petit peu plus vite que d'habitude, mais pour les deux, donc il n'y a pas de problème. Il méritait ce qui s'est passé. À mes yeux, ça n'engage que moi. Pour la deuxième question à propos des jeux, pour moi, c'est pas très grave pour les jeux. Il y a beaucoup de gens qui, je pense qu'aussi c'est un problème de motivation. Là, c'est une petite compète. Il y a eu 2 défaites enchaînées. C'est sûr que ça peut lui mettre un coup au moral, mais si dans la tête il résiste, pour moi, pour les jeux, il a toujours l'avance qu'il avait. Il y a beaucoup. Je pense que pour les jeux, ça changera rien. Après, c'est mon opinion. Quand vous écoutez un petit peu les différentes déclarations qu'il a faites à la sortie du tatami, c'est une déception sur le coup. Pour ses copains d'équipe, pour son équipe, pour son club, pour le PSG, pour les jeunes. Il est déçu pour les jeunes, il est déçu de ne pas avoir réussi à montrer l'exemple. Moi, je pense qu'il n'est pas habitué à perdre, surtout. Un souci comme il a pas beaucoup perdu dans sa carrière, à chaque fois qu'il a perdu, on a eu des trucs à l'arbitre. La motivation, un souci de motivation pour un championnat de France. Il le dit à un moment donné, j'ai déjà du mal à aller sur les championnats de France. Ça oui, motivation. Et de me retrouver là et bon la réalité. Mais sa réaction est quand même étonnante. Après, il n'a pas la même vie que nous tous. Hein. Il n'a pas perdu autant de combats que. Il est un peu disproportionné quand même dans le. Oui, parce que c'était un championnat, mais sur lequel le PSG, je pense, visait quand même une meilleure place et des vrais objectifs. C'est-à-dire que quelque part, je pense que Teddy Riner ne s'attendait pas forcément à faire les championnats, que peut-être son club lui a demandé que contractuellement ils avaient besoin de lui et puis fallait qu'il remplisse quelques obligations pour le club. Donc ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, hein, mais je pense qu'il s'est fait un peu piégé un peu par l'ambiance, par la physionomie du combat. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il prend une deuxième moulinette et que le décalage est fait, on sent que l'erreur peut arriver. Et l'erreur est arrivée. Il n'a pas su, même s'il était peut-être un peu plus actif, mais pas de quoi ne pas mériter une moulinette pour non-combativité. Et même là, c'était pour jeu sur les mains un petit peu. Ils n'arrivaient plus à se saisir. Et donc, je pense qu'après les commentaires après la compétition qui ont été faits auprès des journalistes ou peut-être même dans les coursives étaient peut-être un peu sévères, quoi. Et moi, j'aurais aimé par contre que la fédération soutienne plus l'arbitrage sur ce moment-là. Et moi, j'aurais été responsable de l'arbitrage, j'aurais mis cet arbitre sur la finale du lendemain, par exemple. Vous voyez, pour lui montrer que la commission d'arbitrage appuyait et que même si éventuellement il avait pu être fragile, mais sans l'être vraiment en fait, sur ce combat-là, que l'arbitrage c'est pas une science exacte, on le sait tous, on a tous connu des petits soucis d'arbitrage et là franchement, pour moi il n'y a pas de souci d'arbitrage. Parfois, c'est pas un souci majeur, quoi. C'est voilà. On gagne grâce à l'arbitre, mais on entend peu de gens le dire. Donc ça arrive aussi parfois que l'arbitrage tourne en sa faveur, donc il faut pas non plus en faire trop quand on perd à cause. Il y avait 3 arbitres, hein. Il n'y a pas que celui du centre. Hein. Donc celui du centre, c'est un petit peu fait remonter les bretelles par Teddy à la sortie du tapis. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais je trouve que moi, ce gars-là, il a fait son boulot. Il a été appuyé par les arbitres à la vidéo. Voilà, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça, de dire des choses comme ça. Ouais. D'enfoncer un arbitre comme ça. En tout cas, j'espère que comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, Pascal, qu'il va être protégé, ce garçon. Parce que voilà. C'est qu'un incident de parcours pour lui, parce que pour revenir sur ce que disait Loïc tout à l'heure, pour moi, je pense que s'il fait un minimum le taf, il sera champion olympique et il aura son challenge, il va le tenir et tous les Français seront supporters de Teddy. Et alors pour quelqu'un comme Terek,
c'est quand même un truc exceptionnel qui lui arrive là, non? C'est fabuleux, parce que après, il y a un dernier paramètre dont on n'a pas parlé, c'est que ces deux garçons-là, peut-être que le combat n'a pas été extrêmement fantastique à regarder, mais ils s'entraînent tous les jours ensemble. Ouais. Donc ça sclérose un petit peu la rencontre. Ça, c'est un argument que je voulais amener. Ensuite, Joseph, c'est magique. Il n'a jamais été mis en avant comme ça, même en étant champion du monde militaire, en ayant gagné les championnats de France première division en plus de 100. Il n'a jamais été sollicité comme ça par la presse, par les collègues. Enfin bref, c'est fantastique. Et puis il apporte le point contre Teddy qui fait passer Sucy sur PSG. C'est juste le truc de dingue, quoi. Et alors ce Joseph, on va en entendre parler à l'avenir ou c'est l'histoire d'un jour? On a du mal à savoir là. Écoutez, il a été quand même 3 fois champion de France, 2 fois en moins de 100, 1 fois en plus de 100 kilos. Il commence il a 25 ans, il commence à trouver ses marques. Et sachez que derrière le monument Teddy Riner, c'est compliqué. Aujourd'hui, voilà, il est en train il a réussi à battre Teddy ce week-end. Voilà, c'est une première pierre. Voilà, c'est un garçon qui est en train de s'organiser pour être prêt à glaner une médaille, je lui souhaite, en 2024. Voilà. Donc lui, c'est objectif 2024. Lui, c'est objectif 2024. Il est en construction pour 2024. Très bien. On va passer à notre second sujet, les sélections pour le championnat d'Europe, donc qui ont lieu du 19 au 21 novembre à Prague cette année. Donc je vais vous rappeler les sélections qui sont tombées il y a quelques jours. Donc chez les filles, Mélanie Clément combattra en moins de 48, Amandine Bouchard en moins de 52, Sarah Léonie Sizik moins de 57, Clarisse Agbeguignou en moins de 63, Marie-Ève Gaillet et Margot Pinault en moins de 70, donc deux athlètes dans cette catégorie. 2 athlètes aussi en moins de 78 avec Madeleine Malonga et Fanny Posvit. Chez les lourdes, donc c'est Romane Dico qui représentera la France. Chez les hommes, 6 athlètes seulement monteront sur le tatami avec Walid Kiar tout d'abord en moins de 60, Kylian Lebouc moins de 66, Guillaume Chen moins de 73, Axel Clerget, moins de 90, et Alexandre Idir et Cyril Marais en moins de 100. Alors, je voulais avoir votre avis tout d'abord. Est-ce que c'est des sélections qui vous surprennent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu étonné? Ou est-ce que c'est conforme aux attentes? Et peut-être on va commencer avec toi, Chloé, qui vit tout ça de l'intérieur. Moi, déjà, concernant les filles... je vois pas de réelle injustice. Après, c'est plus choisir les catégories à doubler, savoir si ça pouvait pas être les moins de 48, les plus de 78. Après, en moins de 70 et moins de 78, il y a des médaillés mondiales, donc la sélection ne me choque pas. Après, chez les garçons, j'espère que cette sélection sera complétée au maximum. Oui, parce que c'est un peu étonnant quand même d'avoir que 6 athlètes. Oui. Après, c'est prévu, oui. C'est prévu de compléter. C'est prévu de compléter. Après, est-ce qu'ils compléteront entièrement? Je sais pas. Il devait y avoir en fait l'Open continental de Malaga le week-end du 17 et 18 octobre. Qui a été annulé, qui devait servir de sélection et qui a été annulé. Alors il y a quand même une surprise, c'est l'absence de Chirine Boukli dans la liste. C'est normal, surprenant. Loïc? C'est difficile, j'aime pas parler j'ai pas assez suivi les filles pour avoir un avis sur une sélection parce que je sais que ça prend du temps de faire une bonne sélection, tout ça. Donc mais par contre j'ai suivi Chirine, j'ai un peu regardé les combats et j'ai été impressionné quand même. J'ai été impressionné, donc oui. Impressionné par quoi? Je l'ai trouvé costaud. Je me suis dit, elle monte fort. Et alors, dans la KT, bien sûr, il y a Mélanie Clément qui a battu Bilodit cette année et tout. Mais quand même, j'ai trouvé que sur les tournois, je veux dire, sans expérience, d'un coup, paf, c'était rapidement fort. Ça battait des filles qui étaient sur le circuit depuis longtemps. Moi, c'est une fille que je vois dans la capacité de faire une médaille là, directement en jeu.
Donc après les Europes c'est pas très important en soi parce qu'on voit souvent les championnats comme une fin en soi. Mais par contre il faudrait lui donner moi je pense que c'est quelqu'un qu'il faut donner à manger quand même parce que bah c'est pas faut lui donner. Moi je pense qu'il faut donner sa chance à un profil comme ça. Après avant les Jeux. Pour toi la sélection. Pour moi faut lui donner sa chance parce que ça se trouve si elle je sais pas elle a 3 compètes d'invincibilité d'affilée ce qui est possible hein, peut-être qu'on réfléchit. Après, tout n'est pas fait. Après, bien sûr, Mélanie Clément est costaud et en place, mais il n'y a pas non plus le palmarès qu'il peut y avoir chez les filles dans d'autres catés. Donc, quand je vois cette petite qui monte comme ça, moi j'ai tendance à penser que faut laisser sa chance au produit. Moi, je dirais quand même par rapport à la sélection, il n'y a pas de surprise parce que les catégories qui sont doublées dans des catégories où on est. Il y a les 2 championnes du monde, donc un Gaillet et Malonga, et derrière 2 médailles de bronze, post-vite il y a quelques années, mais qui revient comme un avion de chasse l'année dernière. Elle a fait une grande saison et elle mérite largement sa place en équipe de France. Donc à partir du moment, après il y a une combattante dans toutes les catégories et le judo féminin français peut supporter d'avoir une combattante par catégorie parce que toutes les filles sont médaillables là, qui sont dans la liste, elles sont toutes médaillables, que ce soit les numéros 1 ou 2, elles sont toutes on peut faire un carton. Donc c'est vrai que Chirine Boucli, elle a la possibilité, elle est remplaçante numéro 1, donc si jamais il y a une blessure qui pourrait survenir dans une des catégories, et d'ailleurs on a vu Mélanie Clément se blesser je crois ce week-end avec Marnaval, j'espère que ça sera pas trop grave pour elle parce que c'est vrai que faut lui laisser ses chances jusqu'au bout, mais Chirine est prête à rentrer et elle rentrera comme font souvent les féminines qui rentrent en équipe de France, avec succès également, parce que vraiment il y a un niveau chez les filles qui est quand même assez remarquable. Voilà. Ce que je comprends pas par contre chez les garçons, c'est vrai que j'espère qu'ils vont vite compléter cette liste parce que les garçons, c'est même si on se doit d'envoyer 9 combattants. La France se doit d'envoyer 9 combattants pour les championnats d'Europe. Pourquoi? Ne serait-ce que pour prévoir l'après. Hein. Les Jeux Olympiques, c'est dans un an. Peut-être qu'on n'aura pas des combattants dans toutes les catégories. Ça se pourrait. Mais il y a 2024 ça va vite venir. Bien sûr. Voilà. Donc là, c'est prendre de l'expérience. Le but, c'est ça. À ce sujet, pour compléter la sélection, comme il n'y aura pas Malaga, il y aura une poule de sélection en moins de 60 kilos entre le sociétaire de Heure Judo Bouddha et Lucas Meridze, qui a un 60 kg de Sucy Judo, et en moins de 81 kg avec Nicolas Chillard de Sucy Judo et le sociétaire du PSG, Diallo. Et là, moi, je regrette qu'en moins de 81 kg, ils ne mettent pas au moins dans la course le champion de France en titre. Ça aurait été pour moi tout à fait normal de valoriser les championnats de France. On a vu sur des listes du président Rouget où ils disent que les champions de France seront un peu plus valorisés et pourront sortir. Là, c'est l'occasion parce que je pense que Quentin Joubert, il est de Sainte-Geneviève, bien sûr, mais là, ça n'a rien à voir. Si, ça a quelque chose à voir, mais quand vous voyez sur le championnat, je dirais qu'il mérite d'être dans une poule de sélection. Que les gars fassent une poule à 3, parce qu'il y a Alpha Diallo, il est dans la poule aussi, je crois, donc Chillard, non, et il y a Baptiste Pierre. Donc je pense qu'ils auraient pu mettre un 4e combattant, ça me posait pas de problème, et je pense que le champion de France, il aurait pu aller chercher peut-être éventuellement défendre ses chances au moins. Après la manière de sélectionner chez les mecs, je pense qu'elle est vraiment dépassée, moi. Que déjà le fait de faire une poule, le fait de faire même de viser que sur les championnats de France, qui est un événement dans l'année, je trouve ça ridicule parce que déjà c'est le judo français qui est très physique sur les mains, qui fait beaucoup lâcher, qui essaie de maîtriser, et on a un judo quand même qui est différent à l'international, donc c'est pas forcément révélateur du niveau à l'international. D'ailleurs on a déjà vu maintes fois des gens qui étaient médaillés mondiaux pas réussir à faire une médaille aux France ou passer à côté, parce que c'est un judo très spécifique. D'ailleurs tous les étrangers le disent, hein, les étrangers qui viennent en France ont tendance à dire putain c'est physique ici, ça verrouille, ça ferme beaucoup. Donc je pense qu'aujourd'hui il faudrait surtout qu'on ait beaucoup de gens dans toutes les catés qui sortent sur le circuit. Si on veut des médailles, il faut aujourd'hui qu'il y ait plus de budget tout simplement. Et au final j'ai l'impression que si on sort quelqu'un régulièrement aujourd'hui, on arrivera à avoir une progression parce que l'entraîneur il est là pour en fait quand une compète se passe mal, faire un feedback et dire bah tiens il faut travailler sur ça, on refait une compète 2 mois plus tard, on en refait une 2 mois plus tard et à chaque fois on a un feedback, parfois on peut faire dire bah on en fait moins, mais pour moi soit on libéralise entre guillemets et on laisse les clubs aller sur les grands prix et dans ce cas-là on pourra voir si les gens progressent à côté,
soit on continue à râler droit dans le mur et avoir Donc pour toi, on sort pas assez nos athlètes. Bah, soit on doit libérer un budget, et c'est la fédération qui le prend en charge, et on sort du monde. Mais dans ce cas-là, je crois que la fédération a des petits problèmes d'argent en ce moment, donc voilà, c'est compliqué. Mais soit on laisse les clubs le faire. Moi, je suis pour qu'on laisse les clubs le faire. On fait un système clair, un système de points, ou un système de... Voilà. Et tu as l'impression que les athlètes là qu'on aligne, et qui sont alignés quand même très régulièrement, quelqu'un comme Walid, Kylian, Axel, Alexandre, Cyril, c'est des athlètes qui sortent hyper régulièrement. Tu penses qu'ils sont pas assez mis en concurrence au niveau national? Mais c'est pas une concurrence. Moi, pour moi, justement, je vois les Russes comme ils font. Ouais. J'aime bien, parfois ils sélectionnent longtemps à l'avant. Si vous savez déjà qui vous allez mettre au prochain championnat du monde et que vous n'allez pas mettre en concurrence, vous allez le protéger, dites-le, sélectionnez-le et laissez les autres continuer à circuler sur le circuit international. D'accord. Moi, je suis pas contre je pense que justement, il faut tout le temps qu'il y ait une carotte devant les gens et qu'on ne doit pas penser que à mettre une carotte devant le numéro 1, les trucs. Et qu'avoir beaucoup de gens qui sortent, ça crée une dynamique aussi. Parce que moi, je le dis personnellement, j'ai été en concurrence avec Alain Schmitt toutes mes belles années et ça m'a pas empêché de perfer. Et aujourd'hui, je pense pas qu'avoir quelqu'un dans la KT, ça empêche de perfer. Et désolé, mais si on fait on se rend compte du niveau qu'on a quand on enchaîne en faisant des grands prix, des compétitions comme ça. Si on les fait pas, eh ben on va régresser parce qu'on va perdre l'expérience à l'international et on aura du mal à. Enfin, moi, c'est mon avis et je pense que si on rencontre des difficultés aujourd'hui, c'est en partie à cause de ça. Il y a d'autres trucs qu'on pourrait aborder, mais là, comme on parle des sélections, je parle de ça parce que je pense que c'est un truc qui est quand même important dans le. T'as raison, excuse-moi. T'as raison, c'est la demande d'ailleurs des clubs en France ou peut-être même des comités ou des ligues qui pourraient éventuellement sortir des jeunes ou sortir des gars si jamais il y avait des possibilités de les inscrire. Donc Loïc a abordé, il y a toujours un système de classement, une ranking list. Eh bien, on se sert de cette ranking list pour laisser la possibilité au club. Alors c'est vrai, quand il y a un athlète de l'équipe de France qui est engagé, on peut éventuellement, par gentleman agreement, ne pas participer dans cette catégorie-là. Mais quand on voit qu'il y a plein de tournois dans le monde qui ont lieu, des grands prix. Je crois que l'année dernière, sur les 20 grands prix, l'équipe de France ne s'engage que sur 10 ou 11 grands prix. Donc il en reste 9 avec des points à aller chercher. Et peut-être que l'équipe de France serait moins en difficulté actuellement pour avoir des gens qui soient dans la ranking list et surtout pour prendre de l'expérience parce que rien ne vaut la compétition. Voilà. Plusieurs avantages. Prendre de l'expérience pour des générations futures à travers l'accès à ces grands prix, mais aussi aller chercher des points que les autres nations ne mettront pas. C'est bien sûr. C'est ça souvent. Hein. Vous savez, s'il y a un Français qui se classe sur un Grand Prix, ben ça fait des points qui ne vont pas dans l'escarcelle de ce combattant. Mais il y a un point intéressant dans ce que tu disais, Loïc, c'est que pour toi, c'est la principale raison de cette situation, elle est financière. C'est un choix qui est purement financier. Je sais pas, c'est les bruits de couloir, c'est ce qui se dit en ce moment. Enfin, je dis tout ce que tout le monde a dit tout bas, mais j'en sais rien, mais j'ai l'impression. Parce que on est tout le temps en train de réduire à peau de chagrin les budgets, les stages. J'ai l'impression qu'il y a un problème en ce moment. Enfin, je sais pas. C'est pas une logique, c'est pas une stratégie pour mettre, pour protéger un peu les numéros 1. J'en sais rien et je m'en fiche. Ouais. En tant qu'athlète, je m'en fiche. C'est ce truc. Moi, je m'en fiche pas au moment quand ça commence à me toucher ou que ça commence à impacter mon entraînement. Je suis très égoïste là-dessus. Je suis athlète de haut niveau, je veux perfer et je pense que c'est mon rôle. C'est pas de me concentrer. Mais quand ça commence à interférer avec mon projet de carrière, là, oui, j'en parle parce que je pense que ça rentre dans le cadre du haut niveau et de ce projet-là. Après, j'en sais rien. J'ai aucune, on n'a pas la transparence suffisante à la FFJDA pour savoir ce qui se passe. Donc, j'en sais rien. Et alors, quand on regarde ces deux sélections, j'aimerais avoir un peu vos pronostics sur les médailles. Est-ce qu'on a de bonnes chances chez les femmes? Je pense qu'on en a beaucoup. Chez les hommes, un peu moins. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Stéphane? Chez les garçons, déjà, il faut attendre qu'elle soit complétée. Absolument. Cette sélection. Ensuite, il y a les incontournables dans les catégories en moins de 90 kilos en la personne d'Axel Clerget. Axel, c'est le seul qui performe de façon très régulière. Qui a été régulièrement médaillé au niveau international, en effet. Après, on n'est pas à l'abri de d'autres médailles dans d'autres catégories. C'est ce que je souhaite à l'équipe de France. Non, mais bien sûr, mais très franchement, moi j'ai aucun souci avec ça, au contraire. Après, voilà, il l'a dit, le niveau international,
ne cesse d'évoluer, ne cesse d'aller toujours vers le haut, et ça devient de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, la sélection, là, elle est belle, mais il va falloir se battre. Mais si on les prend un par un, chez les garçons. Chez les garçons, tout le monde est médaillable ou il y en a qui ont quand même un peu d'avance là? Bah, il y a beaucoup d'outsiders, mais bon, tout le monde a sa chance, hein, c'est une compétition de judo. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours rester positif, même si bon, on a une petite chance. Parfois, on voit des gens qui sont pas favoris aller faire champion olympique ou champion du monde, donc je pense qu'il faut toujours y croire. Après, ça, c'est leur taf d'athlète. Après, quand nous, pour commenter la sélection de l'extérieur, oui, c'est un peu bizarre de pas mettre les 3 autres. C'est un peu étrange de faire la sélection alors qu'il n'y a pas eu de compète. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent être perçus comme un peu étranges. Et puis, le problème de fond, à la limite, c'est pas tellement la sélection, vu que j'y crois pas à cette manière de sélectionner. C'est plus de demander à des gens de faire une médaille à Roland-Garros sans faire le circuit toute l'année, quoi, sans circuler sur le circuit. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, il y a la Fédé qui décide de 3 personnes, enfin, une équipe. Et en fait, derrière, moi, je parle pour moi, j'ai l'impression qu'on attend. Bon, moi, si je parle pour moi, j'ai l'impression qu'on m'a fait toutes les grâces du monde. Chaque fois que je vais voir un pays, ils me disent mais pourquoi ils te sortent plus ta Fédé? Je dis ouais, laisse tomber, c'est pas ce truc. Je parle un peu de moi parce que j'ai pas eu l'occasion souvent d'en parler sur les trucs et je pense qu'il y a plein de choses qu'on m'a fait qui étaient pas normales. Et aujourd'hui, oui, il y a quelqu'un qui perf, mais moi je dis toujours comment on sera si j'avais pas perfé, si j'avais été régulièrement sur un circuit. J'ai eu 4 compètes, j'ai mis 6 médailles en championnat en 81, j'ai changé de KT, on m'a mis une compétition, on m'a plus sélectionné nulle part pendant 1 an, on m'a forcé à faire de la quantité, je me suis pété un genou. Donc je remets un peu les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, je pense que, pour pas parler que de moi, je pense qu'il y a plein de jeunes qui auraient pu perfer et qui n'ont pas eu l'opportunité parce qu'ils n'ont pas l'occasion de progresser. Et maintenant, je suis bien placé pour le voir. Quand on est derrière, on n'a rien. On a des périodes de 4, 5, 6 mois où il se passe quasiment rien, où il y a des European Open, mais si on fait une médaille, en fait, ça sert à rien. Donc, 4 mois après, on a oublié notre Open. Et en fait, on n'a toujours pas de médaille de champion, de Grand Prix, rien. Donc, pour moi, oui, il faudrait ouvrir les Grands Prix, ouvrir les Open, arrêter de dire, ouais, il y a l'équipe de France qui est sur tel Open, plus personne ne sort. Des choses comme ça. Après, peut-être je suis un révolutionnaire en disant ça, mais pour l'instant, les résultats de l'équipe de France, je pense, me donnent raison. Après, c'est triste, hein, c'est des copains. Moi, j'ai envie que ça perf. Hein. Voilà, j'ai aucun intérêt. C'est sûr que chez les hommes, on n'a pas trouvé la martingale. Ah non, pour l'instant, non. Chez les mecs, en tout cas, chez les filles, ça fonctionne très bien, mais chez les mecs, il y a un truc qui va pas parfaitement droit. Et je pense que c'est pas, contrairement à ce qui se dit. Parfois, j'entends, oui, il y a une génération de jeunes qui se battent pas, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est faux. Je vois que des gens qui sont dans leur projet, qui ont envie de réussir, mais qui n'y arrivent pas, qui on donne pas forcément les outils aussi. Donc, les athlètes ont leur part de responsabilité, mais il faut que tout le monde prenne la sienne aussi, je pense. En fait, moi, je pense que le judo français, je pense que le judo français chez les masculins souffre de ce manque de sortie. En fait, vraiment, c'est criant de vérité, puisqu'on a des gars qui sont doués pour le judo, qui étaient des brillants judokas, qui vont arrêter parce qu'ils n'ont pas leur chance. Ils sont considérés comme le numéro 3, 4, et ils n'ont pas leur chance sur les gros tournois. Et du coup, ils peuvent pas marquer de points. Et quand ils vont être inscrits au tournoi de Paris, ils vont prendre des têtes de série en veux-tu, en voilà, alors qu'ils n'ont pas marqué de points. Je prends 2 médailles mondiaux, je perds, je me dis c'est pas grave, je suis nouvelle KT, et derrière on me dit non, on ne sort plus. Ben voilà, parce que t'as pas su saisir ta chance. Mais quand tu prends le numéro dans les 4 premiers mondiaux, si toi tu as fait que 2 Continental Open avant ou quoi que ce soit, et c'est vrai que là tu peux pas espérer non plus tout casser tout de suite, quoi. C'est vrai que ça peut arriver. Par contre, ça peut arriver, oui. Ouais. Parfois, après ils en choisissent un qui a fait une grosse perf sur un grand chelem, par exemple. Alors là, il aura une carte orange. Pour les anciens, une carte Navigo. Voilà, une carte Navigo pour tous les tournois pratiquement de l'année, quoi, et au détriment des autres. C'est quoi une carte orange? Non, voilà. Voilà. Chloé, c'est quoi toi tes pronostics chez les femmes? Chez les femmes, comme disait Pascal tout à l'heure, je pense que 9 médailles. Tout le monde est médaillable, ouais, même carton plein. Même ça peut être 2 dans certaines catégories. Je pense que il y a vraiment un niveau très élevé et ouais, je pense que 9, ça... Tu penses que la France peut revenir avec 9 médailles chez les femmes? Non, c'est quand même beaucoup, mais 6 médailles, je dirais. Ça me semble pas mal. Après, à voir qui exactement, mais je pense qu'elles ont toutes le niveau pour ramener une médaille et chez les à hommes ces championnats. Chez les hommes, 1 ou 2, je dirais. Pareil, Axel, et puis pourquoi pas une en moins de 100 kilos.
Ce qu'on a oublié quand même, Après, c'est qu'il y a, désolé, hein, il y a Ah, 6 ans de vas-y. ça, on a fait 6 et 7 médailles d'affilée chez les mecs, aux Europes. Aujourd'hui, on n'ose même pas y rêver. Et à cette époque, on travaillait avec les clubs aussi. Les entraîneurs nationaux travaillaient avec les clubs. Derrière, on a interdit de travailler avec les clubs, avec trucs, il fallait que ça soit bien séparé, bien compartimenté. Et au final, voilà, on avait déjà quelque chose qui fonctionnait il y a 6 ans de ça. Et on l'a abandonné pour je ne sais quelle raison, mais voilà. Je tiens à le rappeler quand même, parce qu'on oublie vite. Ça passe et... C'est-à-dire que moi, je rajouterais qu'il y a des très bons entraîneurs nationaux, mais il y a aussi des très bons entraîneurs de club. Je peux parler de Stéphane, mais je peux parler de plusieurs professeurs ou entraîneurs, plutôt des entraîneurs, on va dire, parce que c'est vraiment quelque chose, un état d'esprit différent, être professeur ou entraîneur. Et je pense que les entraîneurs de club, on devrait aussi leur faire confiance et les considérer, parce que eux, ils sont avec leurs athlètes au quotidien. Ils savent éventuellement, ils peuvent expliquer pourquoi ils sont peut-être moins performants à un moment, ou alors qu'ils sont dans un cycle de préparation et qu'ils seront performants pour les échéances qui pourraient être importantes. Alors, avant de conclure cette émission, on va procéder à un petit jeu. Quel est le top et le flop de ce championnat de France? Stéphane, on va commencer par toi. Alors le top, c'est l'organisation globalement Ouais. de ce Ouais. championnat de France avec Une toutes les belle contraintes. réussite, ouais. Une belle réussite. Et ça Bravo. prouve qu'on peut faire du judo même en période de Covid. Malgré C'est le quand même, Covid, on ouais. peut. Les familles, les enfants, les adultes, les compétiteurs peuvent venir faire de judo. Bravo au comité d'organisation, Patrice Rognon notamment. Et ensuite, le flop, je suis désolé, c'est quelqu'un mais ce que nous a fait dans la presse Teddy à la sortie de sa défaite, je pense que le petit arbitre, il méritait pas ça. Merci Stéphane. Loïc. Le top. Désolé, je suis complètement pris de court. T'as fait une belle compète, non? Ouais, voilà, une bonne reprise. Voilà, on va faire un peu égocentré le truc, mais ouais, une bonne reprise. Et le flop, je vais repartir sur mon cheval de bataille, mais le système de sélection qui pour moi est complètement dépassé. Ça, c'est le flop pour moi. C'est un truc qui devrait changer. Et D'accord. comme on a pu le dire, je pense qu'il faut aussi laisser la place un peu au club, comme dans le monde professionnel aujourd'hui. Chloé. Je vais un peu piquer l'idée de Stéphane. C'est vrai que le top, c'était vraiment la reprise de la compétition dans une très belle ambiance, une bonne organisation, et c'est tout ce qu'on pouvait espérer. Et le flop, c'est vrai que ce soit des personnes comme Teddy Riner qui, je pense, montrent pas vraiment le bon exemple et qui devraient le montrer comme ça a pu être le cas ce week-end. Après, chacun donne son avis, qu'il y ait une erreur d'arbitrage ou pas. Dans tous les cas, je pense qu'on ne doit pas réagir comme ça. Et quand on a un modèle un peu pour tous, c'est pas la réaction qu'on doit avoir. Donc, je garderai ça en flop aussi. Merci Chloé. Alors moi, le top, j'aimerais le dédier à tous ces clubs qui ont participé au championnat de France première division. Ouais. Pourquoi? Parce que malgré la conjoncture, malgré le Covid, malgré le déplacement qui n'était pas facile, Brest, c'est quand même le bout de la terre, on va dire. Et donc, c'est le fait qu'ils aient participé. Et des clubs, moi j'ai beaucoup de respect pour tous ces clubs qui essayent de participer. Ils savent que c'est difficile parce qu'il y a des grosses écuries qui sont présentes, mais parfois avec un tirage au sort ou une équipe ou un combat qui se passe bien, on peut se glisser dans les 7. Et dans les 7, c'est toujours quelque chose d'important pour un club. Et donc je remercie sincèrement tous les clubs qui ont participé. Et je leur dis rendez-vous au mois de mai. Je crois que c'est au mois de mai les championnats de France normalement, mais si c'est maintenu. Voilà. Donc voilà. Et le flop, alors là c'est peut-être trop fort comme mot, mais parce que tous les clubs, je pense, auraient bien aimé être à notre place. Mais j'aurais aimé moi en tant que président de Sainte-Geneviève rejoindre mes illustres prédécesseurs, parce qu'on n'était pas loin de faire 2 médailles d'or plutôt que 2 médailles d'argent. Et si on avait fait ces 2 médailles d'or, on rentrait dans l'histoire du judo français et on rejoignait des clubs comme Orléans, Levallois et Blanc-Ménil. Et donc, je pense qu'on aurait été bien comme étant le 4e mousquetaire. Attendre l'année prochaine. Voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie
Merci tous les quatre pour cette émission. Et je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour la prochaine édition de l'Open Débrief. Merci à tous. C'était un Merci. plaisir. Merci.